Écrire. Tracer, former des signes d'écriture. Noter. Écrire ses pensées. Rédiger, composer. La Fondation La Poste présente Écrire au futur, une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almérac, réalisée par Écran Sonore, à l'occasion du 25e anniversaire de la Fondation La Poste. Deuxième épisode sur les chemins de l'écrit, la citoyenneté. J'écris. Tu écris. Il écrit. Elle écrit. Nous écrivons. Vous écrivez. Ils écrivent. Elles écrivent. En écrivant, il y a quelque chose de l'ordre des frontières qui tombent. Frontières de l'isolement, frontières d'âge, frontières de langue. Mais pratiquer l'écriture, encore faut-il oser, se sentir légitime, s'extirper des représentations que l'on se fait de cet acte souvent synonyme de littérature. Dans cet épisode, il s'agit d'explorer l'écriture comme une voie d'accès à l'autonomie, à la culture et à la citoyenneté. Et nous allons le faire avec l'association Initiale, basée à Chaumont et soutenue par la Fondation La Poste. Notre TER Fluo est à destination de Guillemont-Chaladray. Il desservira Chaumont, Langres. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Idriss Abdel Saed, un mot sur celui qui nous parle, sur celui qui ici a imaginé aussi au sein de cette association initiale qui lutte contre l'illettrisme depuis plus de 25 ans ici en Haute-Marne, celui qui a imaginé aussi ce festival de l'écrit. Qui nous parle? Alors, Idriss Abdel Saed, sociologue de formation, et je suis le directeur pédagogique régional de l'association initiale en Grand Est. Le Festival de l'écrit, il est né presque il y a un quart de siècle, pas tout à fait, 24 ans, pour aborder la langue en tant que créatrice de liens sociaux, en tant que véhicule de culture. Le cache-mire, c'est pour les riches. Le cache-misère, c'est pour les pauvres. Les pratiques culturelles transforment le rapport à l'écrit. Les pratiques culturelles donnent à la personne la confiance en ses capacités en tant que sujet agissant. Les pratiques culturelles permettent à la personne de sortir de l'isolement et aller vers l'environnement social et culturel. Le cache-nez pour les enrhumés. Les cachettes pour les bijoux. Si on aborde la langue en tant que créatrice de liens sociaux, en tant que véhicule de culture, nous pouvons alors donner un sens à son apprentissage technique, instrumental, linguistique, car la langue ne se limite pas à une question technique. La langue, elle permet à la personne de nouer ou de renouer des relations à soi, des relations aux autres et au monde qui nous entoure. Cache-cache, c'est pour les enfants. Les cachettes, c'est pour les malades. Et finalement, les personnes dites éloignées de la culture, dites vivant des difficultés avec la langue, ont des compétences symboliques et pratiques, ont un savoir-faire, ou une culture. Il suffit de s'appuyer sur leur centre d'intérêt. Et il n'y a pas de fatalisme à tout âge. À l'âge adulte, on peut découvrir, apprendre, comprendre, et on peut aller vers la maîtrise de la langue. Et ce qu'on achète, faut le payer cash. Pratiquer l'écriture, Idriss Abdel Saed, c'est aussi, à un moment donné, pour ce public qui peut en paraître éloigné, qui souvent l'est des sphères culturelles, c'est oser dépasser un cap, celui de ne pas se sentir légitime. Oui, et on le voit quand on organise ce festival de l'écrit, on offre les textes primés à chaque structure participante, à chaque écrivain. On les met à la bibliothèque et la personne trouve un sentiment de plaisir, de fierté. Je me sens quelqu'un. La question de l'illettrisme, ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie. C'est à un moment donné, dans un contexte donné. Et je peux dépasser cette situation et je peux avancer dans l'acte de lire et d'écrire et je me sens quelqu'un. Et c'est le but du Festival de l'écrit, accéder à l'autonomie, à la citoyenneté au quotidien. En effet, on apprend la langue, mais on a besoin de cette langue pour veiller sur l'éducation de son enfant, pour aller faire ses courses sans angoisse, pour passer son permis de conduire, pour accéder à l'emploi.
En tous les cas, pour trouver sa place en tant que citoyen à part entière dans la vie ordinaire de tous les jours. Quel est le plus beau mot pour vous, Edriss Abdel Saed? Écrire pour se découvrir et découvrir les autres. Les mots ont des couleurs? Ah oui, ils ont toutes les couleurs du monde. Et les mots se valent et ils trouvent leur lecteur. Quel est le mot que vous détestez? Je n'ose pas, je n'aime pas. Et en fait, c'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. C'est pas parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Sénèque. Les mots parfois peuvent tuer. Oui, un mot peut tirer l'autre vers le haut et par le haut. Ça, ce sont labels l'exigence dans l'apprentissage et la bienveillance humaine. Et un mot peut éloigner de la personne, de l'acte de lire et d'écrire. La pédagogie appropriée, adaptée, exigence et bienveillance, croire à l'autre et on peut arriver. Et chaque kilomètre commence par un pas. Et on ne va pas attendre la maîtrise de la langue, les dictionnaires de la langue française pour communiquer, vivre au quotidien. On apprend en faisant. Comme un enfant, il apprend à marcher en marchant. On ne va pas dire au bébé, non, ne marche pas, tu vas tomber. C'est pas grave qu'elle tombe, elle découvre le bonheur de marcher. De la même manière, si l'écriture est hésitante, débutante, c'est pas grave. Petit à petit, on va arriver. Simplement, il faut croire. Chaque kilomètre commence par un pas. Ici, il y en a qui en ont fait des pas, des kilomètres pour arriver jusqu'à la Haute-Marne et pour parfois taper à la porte de ces ateliers d'écriture. Ce sont les allophones, ceux qui viennent d'ailleurs, et puis il y a aussi un public qui est particulier, ceux qui viennent d'arriver justement, les migrants. Aucun public n'est peut-être plus privilégié que celui-là en ce moment, parce qu'il met au cœur cette dimension-là qui vous est chère, Edriss Abdel Saed, celle de l'hospitalité. Les mots sont un territoire d'hospitalité. Oui, et la langue nous appartient, que nous soyons allophones ou francophones. Effectivement, il y a des jeunes allophones qui arrivent et nous, on travaille avec eux, avec une chanson, un bit de musique, un bit de lecture à voix haute, un bit de sourire. Et c'est impressionnant. Ils viennent avec quelques mots et ils terminent avec une chanson. Et là, on va parler de nos institutions, de nos cultures, de notre culture, de notre patrimoine. Mais on tient compte aussi de leur patrimoine, de leur culture, de leur histoire et de leur mémoire. Et l'ensemble forme quelque chose de l'ordre universel. Je dis souvent, mon stylo, c'est mon micro. Salé, toi, tu as découvert qu'il fallait à un moment donné utiliser un stylo pour apprendre une langue qui n'était pas la tienne, puisqu'il s'agit du français. Et puis toi, tu viens de loin. Tu viens d'où? Je viens du Soudan. Je suis soudanais. Je suis reparti de mon pays, le Soudan, à cause de la guerre. Je suis arrivé en Libye. J'ai resté 2 ans. Je suis reparti en Italie, toujours à cause de la guerre. Je ne suis resté que 2 semaines en Italie. Je voulais vivre en France. Je suis arrivé en 2017. Tu te rends compte que tout le chemin que tu as fait, et qu'ici en France on connaît, mais des fois on ne se rend pas compte, c'est un chemin pour échapper à la guerre qui passe par finalement l'enfer, parce que tout ce qu'on vit en Libye, aujourd'hui on apprend des choses, on le sait. Ici, quand tu arrives en France, tu arrives dans un pays que l'on dit être un pays d'accueil. Et alors, qu'est-ce que tu découvres? Je me suis arrivé en France et je me suis senti en sécurité. Merci la France. Ouf! Ouais. C'est un drôle de mot, ouf. Oui, c'est ouf parce qu'ici, on a la sécurité en France. Parce que mon pays là-bas n'est pas de sécurité, toujours que la guerre. Après, moi, je suis en Libye jusqu'en Italie. Après, en Italie, je suis arrivé en France. Les gens, ils m'accueillent, tout, les associations. Parce qu'avant, je suis arrivé, je ne connais pas parler français. Je ne sais pas dire bonjour aussi, pas de tout, mais avec les gens, parfois on parlait en anglais.
Oui, j'ai trouvé les gens, ils m'ont accueilli. J'ai eu mon papier et tout, après ils m'ont envoyé à Chaumont. Après ils m'ont aidé pour les travailler, pour apprendre français. Et j'étais à l'école de la deuxième chance, où j'ai eu mon CAP, peintre. Je vous dis merci beaucoup la France, les associations de Chaumont, faire apprendre français. Yolande, vous qui l'accompagnez pour l'association initiale, venez ici à mes côtés. Pour qu'on ose parler dans une langue, il faut des gens qui vous donnent envie de le faire, il faut des gens qui accompagnent, il faut des gens qui poussent. Et vous le faites bénévolement, c'est ça ? Oui, je le fais bénévolement, bien sûr, mais ça fait 10 ans que nous le faisons. Parce que nous sommes... Je ne suis pas toute seule. Il y en a il y a Chantal, il y a Nicole, il y a Liliane qui font ça depuis 10 ans. Mais vous savez, on a du retour. On a du retour, un tel retour. Quand ils commencent à acquérir notre langue française, qui est si belle, elle est belle la langue française, elle est magnifique, mais très difficile. Très difficile. Ils nous le disent tous. La langue française, c'est la plus dure qu'ils ont à acquérir. Donc, vous savez, après, ils nous racontent leur parcours. C'est un enrichissement pour nous. On donne, mais on reçoit. Autant qu'on donne. C'est très, très, très enrichissant, je trouve. Voilà. Forcément que c'est enrichissant quand on regarde, quand on voit, quand on observe les petites métamorphoses qui opèrent ici dans ces murs. Ah oui. Vous savez, Initial, bon, on peut la nommer quand même. C'est une association formidable. Il faudrait qu'il y en ait des dizaines de milliers en France. Parce que, vous savez, quand j'ai vu une mère de famille qui a récupéré ses enfants parce qu'elle avait réappris à lire, elle ne savait plus lire. Et l'avocat lui dit, vous récupérez vos enfants si vous apprenez à lire, si vous savez lire. Il y a quand même un retour quelque part. C'est quand même positif, quoi. Il y a un jour, Salé, où il n'y aura plus besoin du tout de Yolande à tes côtés. Bientôt, il n'y aura plus de secret. Le français n'aura plus de secret pour toi. Si, parce que les gens, ils se m'aider. Moi aussi, plus tard, je vais aider les gens parce qu'ils se m'aider. Maintenant, je vais apprendre français, je travaille. Et après, moi aussi, je vais aider comme ils se m'ont fait. Je vous veux comme ça. Tu connais les 3 mots les plus importants dans ce pays qu'est la France, les mots du drapeau, les mots sur les frontons de tous les édifices de la République. Ah oui, liberté, égalité, fraternité. Parce que ça n'est pas mon pays là-bas, mais je suis venu ici en France, où j'ai appris tout ça. Les lois, tout, comment ils sont faits. Parce que mon pays là-bas, il n'est pas égalité, il n'est pas fraternité, tout ça. Parce que toujours on a guerre. Je suis content, c'est arrivé en France, j'ai trouvé les mots là. Tout. Puisque souvent à Initial, on est sur le registre comme ça de l'émotion, vous pleurez beaucoup ? Ah oui, parce que vous savez, quand vous rencontrez des gens qui... Bon, déjà pour leur parcours, ils nous racontent leur parcours, parce qu'on a déjà l'habitude de les fréquenter beaucoup, ils les racontent qu'au bout d'un certain temps. Là, on pleure obligatoirement. Et puis après, quand on a la reconnaissance, c'est de la reconnaissance. Et ça, franchement, c'est très, très important. Très important. Salé, c'est nous qui te disons merci. Oui, c'est sûr. Non, c'est moi, je vous dis merci, parce que moi, je ne sais pas, les gens, ils se m'accueillir, oui, je vais aller où, parce que je ne sais pas. Après, ils se m'aider, je vais faire rendez-vous, parce que pour les voir, mon papier, parce que je ne sais pas parler. Avec mon assistant social, avec les gens, ils se m'aider. Pour ça, je vous dis merci beaucoup. Il n'est pas facile maintenant. J'ai été un petit peu, je parle, je vais comprendre les mots, ils se m'expliquent. Oui, merci beaucoup. Les gens, ils se m'accueillir, ils se m'apprendre le cours de français. Chut. C'est nous qui te disons merci. J'ai envie que vous nous présentiez Edrissa Del Saed. Qui va se présenter à nous ? Voilà, Cathy, une maman de famille qui trouve le bonheur de lire et d'écrire pour elle. Elle veille sur l'éducation, l'accompagnement de la scolarité de ses enfants et elle avance. On est où ici, Cathy ? Initial, à Chaumont. C'est une structure où l'on peut faire des ateliers d'écriture, que ce soit pour adultes ou pour enfants.
Et des fois, ils font aussi des ateliers que pour enfants. C'est ce qui s'est passé avec vous, non? Oui, oui, j'ai participé presque à tout, quoi. Comment ça a commencé? On rentre dans un atelier d'écriture parce que ces enfants vous y amènent? Oui, j'y suis allée avec mes enfants, mais c'était par le biais d'une copine. Mes enfants, ils étaient en maternelle quand j'ai commencé l'atelier écriture. Donc ça fait pas mal de temps, 7-8 ans que je fais ça. Alors on peut expliquer, Cathy, comment ça se passe, un festival de l'écrit? C'est-à-dire que vous avez 6 mois, une fois que vous êtes inscrite, pour écrire un texte sans qu'il y ait de thème précis? Oui, on n'a pas de thème, on peut écrire sur tout. C'est vrai que moi, au début, quand j'ai gagné, j'étais super angoissée, parce que c'était la première fois. Et après, mon inspiration est venue comme ça. J'en faisais plein, puis au bout d'un moment, je devais choisir. Ça veut dire que les mots, ils sont venus? Voilà, ils sont venus comme ça. Sachant que j'ai eu une période, quand j'ai commencé, j'avais pas mes enfants, pendant 2 ans. Puis ils m'ont inspiré aussi, donner de l'inspiration à mes textes. Le moment où ils reviennent chez vous, après 2 ans d'absence, ce moment que vous écrivez, vous racontez quoi? Qu'au début, je les voyais tous les 15 jours, tous les samedis pendant 2 heures. C'était très court pour moi, sachant que je les voyais pas beaucoup. Je n'avais pas le droit de leur téléphoner parce que le père ne voulait pas, ou il me répondait pas. Et après, quand je suis passée devant la juge, tout s'est bien passé. C'était un moment magique que j'avais besoin d'écrire, de raconter. Et je pense que j'avais besoin que ça sorte. Donc c'est une espèce de petite guérison? Voilà, et puis aussi de leur prouver à mes garçons que j'étais toujours là pour eux. J'ai fait du soutien aussi en français. Comme ça, je peux aider mes garçons à faire du français. Donc au début, ils rigolaient. Dire, ouais, maman, tu fais du français. Puis jusqu'au jour, il y en a, ils m'ont demandé, tu peux m'aider? Donc ça leur a fait bizarre, mais maintenant, c'est tout naturel. Quand ils ont besoin du français, ils me le demandent. C'est devenu une habitude pour les devoirs en français. Parce que je sais qu'ils sont fiers de moi. Et jusqu'à leur dire à leur maître et à leur maîtresse que j'avais gagné un prix, quoi. Voilà, une deuxième maman, Rama, pareil, les enfants sont devenus grands, elles ont trouvé leur chemin de l'emploi, de leur autonomie dans la vie quotidienne, et elle vient apprendre à lire et écrire, améliorer comme de l'autre la langue, pour elle, pour le plaisir de lire et d'écrire. Rama Foulani, au départ, les mots, effectivement, c'est ce qu'on écrit quand on a un courrier qu'on doit envoyer. C'est comme ça qu'on connaît les mots. On connaît les mots en écrivant, en faisant des lettres de CV, en écrivant à une copine et en faisant des poèmes. On se réfugie dedans. Ou quand on a un souci, on se réfugie dedans. C'est étonnant que ce soit le premier mot qui arrive pour caractériser cette démarche-là, d'écrire, se réfugier. Oui, parce que quand on a des gros soucis et quand on ne communique pas beaucoup, quand on ne les montre pas aux gens, on écrit. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'a sauvée. C'est arrivé comment? Avec séparation de mes enfants, séparation de mon concubin, de mon mari, et de se retrouver tout seul. Donc le soir, au lieu de discuter, puis les murs ne répondent pas, donc on écrit. On écrit pour repousser les murs. Voilà, oui. Ça sauve. Et puis il y a ici, dans ces murs ici, à Initial, il y a des choses qui se tissent, et puis il y a des mots qui s'échappent, parce qu'on a des gens qui vous conduisent vers les clés. Comment on arrive à, tout d'un coup, se sentir capable? Oui, moi ça fait depuis 2003 que je suis ici. Donc on va dire que je suis la plus ancienne et mes enfants sont venus et moi j'ai poursuivi. Plusieurs fois lauréate? Oui, plusieurs fois, presque tous les ans. Dites-moi alors, si on continue à parler de ce mystère-là, de l'écriture, de ce à quoi ça sert, ce que ça procure chez vous, vos mots, ces mots, sont des compagnons? Sont des compagnons de voyage, beaucoup de s'évader, de se libérer.
Donc pour ça que j'écris beaucoup. Vous écrivez quoi ? Des textes sur la souffrance, sur la couleur, là j'ai fait une histoire entre terre et ciel pour s'évader. Là vraiment sur un autre sujet différent. Donc il y a toute une évasion entre des magiciens, des sorciers, enfin un peu magique. Comme si Rama, vous avez gardé votre âme d'enfant. Oui, un peu, quelque part, oui. C'est ça que permet aussi ces ateliers d'écriture, c'est des moments de rencontre, et Idriss Abdel Saed aime bien le dire, hein, comme vous, de partage. Oui, voilà, de partage, de convivialité et d'apprendre d'autres cultures. On aime bien ici le dire, en écrivant, il y a quelque chose qui est de l'ordre des frontières, qui s'effondre, qui tombe, plus de frontières. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de murs, toute la langue, elle se retrouve unique. Et qu'elle soit en arabe, qu'elle soit en allemand, c'est tout le même sens. On veut dire toujours la même chose. Moi, quand j'écris en écoutant beaucoup la musique, je lis très peu. Mais vous écoutez les chansons, vous écoutez la musique, vous écoutez la radio, c'est ça ? Oui, voilà, la radio, surtout la musique. En général, je sors, j'ai le baladeur, j'ai la musique. Et voilà, s'il y a une chanson qui m'interpelle, j'écris, ou des fois, je mets sur mon portable. Puis je leur refais le texte à la maison, et puis je recherche sur Internet sur le truc de musique, le texte que j'ai trouvé sur la musique, le chanteur. Et puis je le passe en boucle. C'est comme ça que j'écris. Et la dernière chanson que vous avez en tête, c'était laquelle ? Amiel. C'est sur The Voice. Donc il a passé, et puis c'est la chanson qui m'a plu. Donc là je vais le refaire sur le dernier pour le festival de l'écrire, écrire un truc dessus. Alors vous écrivez sur la chanson que vous écoutez, vous écrivez sur les émotions qu'elle vous donne ? Voilà, sur les émotions surtout. Pas la chanson proprement dite, la musique et les émotions dessus. Alors si vous vous rappelez plus des paroles, alors là, il va falloir nous raconter les émotions qui ont jailli, Rama, de cette chanson d'Amiel. Disons que il était au départ un petit peu triste, il recherchait quelqu'un, et puis voilà, parce que je te réécoute ce soir pour la remettre en route. Et puisque vous m'avez dit que vous aviez aussi écrit des fois des poésies, il y en a une qui est restée en mémoire ? Bon, il y en a beaucoup, j'en ai écrit beaucoup, mais je ne les retiens pas toutes. Donc j'en ai amené une, noir et blanc. Noir et blanc. Noir et blanc, je suis noir, comme la couleur de mon étiquette qui se colle à ma peau. Et pourtant, dans le noir, personne ne me voit. Lorsqu'il m'arrive de croiser le blanc dans le noir, et qu'il m'aperçoit non sourire à la dent blanche, d'un air étonné, me regarde en pensant. Je voudrais être comme lui, pouvant passer inaperçu dans la nuit. Nous n'avions pas la même couleur de peau. Ensemble, nos deux regards se sont croisés. Depuis ce jour, tout le soir, nous marchons côte à côte. Puis nos deux sangs se sont mélangés. Nous sommes devenus des frères de sang. La fusion du blanc et du noir, donnant de l'espoir à un monde qui peut y croire. Mais dites-moi, Rama, cette histoire-là que vous nous donnez à découvrir, c'est un peu la vôtre. Vous avez forcément eu des parents qui se sont croisés dans le blanc et dans le noir, si je regarde bien cette fameuse couleur de la peau. Oui, mon père était soudanais et ma mère était française. Mais toujours, c'est pareil, on m'a toujours un peu taquiné sur ma couleur, comme tout enfant quand on est petit, même encore maintenant, on est catalogué, quoi. On est noir, des fois c'est pas méchant, mais on dit des fois ça suffit, stop, alors comme ça on l'écrit. Les gens comprennent qu'en fin de compte, on a tous la même couleur et puis on a tous le même sang rouge, quoi. Thierry Bestingel,
Comment on devient alors celui qui va sur le papier, et c'est ce que vous faites finalement dans les ateliers d'écriture, où modestement les gens vont s'en emparer de ces mots qui doivent éclore, mais comment on devient écrivain ? Alors ça, c'est une question que j'ai probablement encore pas résolue, ou je sais pas comment on devient écrivain. Probablement par hasard, parce que déjà il y a ce goût des mots, ce goût de la lecture qui vient et puis qui vous taraude, et après on décide de sauter le pas et de s'essayer un peu à tous les pièges de l'écriture. Mais moi, ce qui me paraît plus intéressant, c'est plutôt que c'est non pas comment on devient écrivain, c'est comment on le reste et pourquoi on le reste. Et pour moi, franchement, l'atelier d'écriture, notamment celui que j'ai vécu avec les migrants à Saint-Dizier, c'était vraiment, ça répond à la question. C'est pourquoi je reste écrivain. Mais c'est pour rester à l'écoute de cette parole qui est donnée, qui est pour moi une richesse incalculable. Quand on débarque dans un milieu de migrants, eh ben on va se trouver face à face avec des Maliens, avec des Gambiens, avec des gens qui vous parlent du fleuve Niger, qui sont issus de mondes complètement différents. Et quand moi j'arrive et que je leur parle de Rimbaud, alors que ça dit quelque chose, par exemple, à des lycéens, pour eux, Rimbaud, ça leur dit absolument rien. Et donc, à chaque fois, je suis obligé de remettre cet écart et puis de m'apercevoir qu'en fait, toutes les références que j'ai, en fait, on peut les remettre en question. Et ce qui nous reste, c'est la langue. Et on va travailler, là, à partir de là, on déblaye la table et on va travailler sur les mots et sur leurs mots à eux. Et en même temps, eux ne savent pas, ou du moins l'ont peut-être un peu moins intégré de moi, c'est-à-dire toute la partie d'énergie que peuvent provoquer les mots. Et moi, je vais me servir de toute cette énergie-là, de cette énergie qui est véhiculée par les mots, pour dire, voilà, on va travailler, on va faire quelques petits exercices qui vont mettre en jeu l'énergie que provoquent les mots. Je vais par exemple choisir un texte de Pérec, qui est dans Espèce d'espace, où il imagine qu'il déménage et qu'il emménage uniquement qu'avec des verbes à l'infinitif. Déménager, Georges Perec. Et ça, c'est génial, parce qu'un verbe, c'est facile à apprendre. Quitter un appartement, vider les lieux, décamper. Et donc, c'est les premières choses qu'on apprend quand on est en France. Faire place nette, débarrasser le plancher. Ma grand-mère qui parlait français... Inventorier, ranger, classer, trier, éliminer, jeter, fourguer. Elle utilisait tous les verbes à l'infinitif. Casser. Elle me disait pas comment tu vas bien, c'est toi allez bien. Enfin voilà, je schématise. Brûler. La première chose qu'on apprend, c'est le verbe, et le verbe à l'infinitif. Descendre, déceler, déclouer. Et donc Georges Perec, lui, arrive à tracer un texte uniquement qu'avec des verbes à l'infinitif. Et je me sers de cette expérience-là, par exemple, pour les faire écrire. Et en même temps, ce que je leur propose, c'est de dire, ben voilà, vous avez des verbes, mais le verbe, il a une signification. Et derrière, vous voyez bien qu'on peut arriver à construire quelque chose qui va être une sorte d'énergie à temps plein. Et souvent, c'est une façon de les mettre les deux pieds dans le langage qu'eux-mêmes sont en train d'apprendre. Décoller, dévisser, décrocher, débrancher, détacher, couper, trier, enlever, porter, soulever, balayer, fermer, partir. Qu'est-ce qui est de l'ordre de, pour eux, peut-être la révélation que les mots qu'ils apprennent. Et là, je parle de tous ces publics que vous encadrez par ces ateliers d'écriture, notamment avec l'association initiale ici à Chaumont et dans tout le Grand Est. Qu'est-ce qui opère comme métamorphose ? Déjà, c'est en leur donnant la parole, en permettant cet espace de parole, c'est de leur dire que les mots, ça paraît peut-être un peu bête à dire, mais ils leur appartiennent. En fait, en réalité, je trouve que on n'a pas assez de reconnaissance vis-à-vis du langage, où on pense que les mots, c'est pas destiné à soi-même, parce qu'on vient d'un milieu modeste, ou parce qu'on vient de l'étranger, ou etc. Donc pour eux, c'est important de pouvoir avoir ces mots, d'avoir cette reconnaissance à travers les mots. Il y a une quête derrière toute cette recherche, il y a leur donner accès à peut-être simplement ce sentiment-là de se sentir encore plus libre, voire libéré. Oui, alors c'est une quête, c'est vraiment une démystification. On a tous des langues, vous êtes arrivé là dans un pays où vous allez être obligé de vous habituer à une certaine langue. Là, vous allez être obligé, pour avoir un travail, etc., de faire effort à parler la langue. Et c'est vraiment cette démystification-là qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre et à mettre en œuvre. Et donc,
Il faut surtout se réapprendre qu'en fait, les mots, ils nous appartiennent aussi. C'est-à-dire qu'on a le droit de les utiliser et on n'a même plus un droit, c'est-à-dire on a un devoir presque de se dire, voilà, à un moment donné, on m'a appris la langue, elle est là pour servir et j'ai besoin que les mots que j'ai en moi, on puisse les entendre et on puisse les écouter. Vous avez croisé, des fois, dans ces ateliers d'écriture, des gens qui, même s'ils n'avaient pas au départ les codes, peut-être un peu comme ce qu'il se passe des fois avec l'art brut, ont été des Rimbaud. Oui, je me souviens de... Oui, bien sûr, j'ai fait un atelier aussi. Alors, on va croire que j'en ai fait énormément, mais j'en ai fait un jour dans une classe de seconde professionnelle qui était c'était des bûcherons. Et il y en avait un, il est venu, capuche sur la tête, il faisait rien. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, bon écoute, tu vas pas rester 2 heures là sans rien faire. Bon, ça faisait déjà la 3e séance qu'on était là. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, vas-y, écris. Et puis voilà. Puis c'était un poème. Et je leur demandais d'écrire un poème. Je me souviens plus quel était le thème. Et puis il a pris son stylo, il a écrit 3-4 lignes comme ça. Puis à la fin, il me le jette un peu, presque comme ça, voilà. Et puis je lui ai dit, mais... C'était vraiment un texte que je jugeais particulièrement magnifique, mais je ne savais pas expliquer pourquoi. Et je lui ai dit, mais ce texte-là, il m'émeut beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Il me dit, mais c'est parce que, en principe, la virgule, on aurait dû la mettre là, et moi, je l'ai placée 2 mots avant. C'est-à-dire que c'était exactement ça. C'est-à-dire que ce type-là, il avait une conscience absolument aiguë de la phrase, de ce qu'il voulait écrire, de pourquoi sa phrase serait belle. Et voilà, c'était une sorte de don extraordinaire. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu par la suite, mais là, à ce moment-là, on reprend le texte, on se dit, mais oui, mais c'est exactement ça. Donc là, ce sont des véritables moments de grâce, quoi, voilà. C'était Sur les chemins de l'écrit et la citoyenneté, 2e épisode de la série Écrire au futur d'Alexandre Hérault et Claire Almérac, réalisée par Écran Sonore et produite par la Fondation La Poste. Merci à l'association initiale et tout particulièrement à Idriss Abdel Sahel, son directeur pédagogique. Merci à Rama Foulani, Cathy Descharmes et Saleh Zakaria Omar, ainsi qu'à Thierry Bestingel qui sort en cette rentrée littéraire yougoslave chez Fayard. Vous pouvez retrouver tous les contenus de la Fondation sur le site fondationlaposte.org et bien sûr vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes Apple et Google Podcast, Spotify, Deezer et les autres agrégateurs. Tendez l'oreille, l'avenir de l'écriture se dessine.